Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions. Ça me fera très plaisir. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Samuel qui a créé tout d'abord Ostéo Yoga puis Somasana Paris et donne des formations avec le Modern Yoga. Il a créé aussi la Team Trail Paris puis le Yoga des Beaux Hommes. On en parle dans cet épisode. Bonne écoute. Hello Samuel, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour le podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as fait depuis cette première rencontre. Salut Alexandre, avec plaisir. Alors du coup, la première question que je pose à tout le monde, quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois et qu'est-ce que ça a fait en toi? C'est une question qui est pas forcément facile à répondre. Je pense que le Non. yoga, on l'a en fait, ou on le rencontre indirectement et inconsciemment à différents niveaux de différentes périodes de nos vies. Mais après, si tu entends par yoga, c'est ça la question, c'est qu'est-ce que tu entends par yoga? Mais si tu entends par yoga la partie physique sous forme de cours ou de pratique, c'était il y a à peu près 10 ans en Thaïlande, à peu près 10 ans en Thaïlande, pendant des formations de massage thaï en fait que je faisais. Moi, je suis ostéopathe et je faisais des formations tous les étés en différents pays d'Asie du Sud-Est de D'accord. thérapie. Et en fait, à la fin de longues journées, en étant assis à genoux, on avait beaucoup de difficultés, nous les Européens, à tenir sur ces postures à genoux. Il y avait des Thaïlandais en fait qui prenaient des cours posturaux, on va dire. Donc, ils tenaient des postures debout pendant 1 heure et demie après 8 à 10 heures assis. Donc, c'était assez perturbant. Et nous, on les faisait jamais jusqu'au jour où on préférait prendre des bières, en gros, concrètement, entre nous et sortir après les journées de formation. Et jusqu'au jour où je me suis dit, ben, allez, j'ai quand même envie d'essayer puisque ça a l'air d'être entre mystique et intéressant, entre intense et spirituel. Enfin, c'était assez étonnant ce qui se passait dans cette salle. Et donc, j'y suis resté. Et à l'époque, je faisais beaucoup de sport à assez haut niveau. Et en fait, j'ai pas réussi à tenir les postures pendant 1 heure. C'était hyper physique et c'était dur mentalement, etc. Et en fait, à la fin, j'ai demandé ce que c'était. On m'a dit, bah, c'est un cours de Hatha Yoga. Et en fait, ils pratiquaient du Hatha Yoga le soir pour faire circuler certaines tensions physiques, certaines actions mentales qu'ils avaient pu déjà ressentir en soignant et en traitant en massage thaï, et puis plus globalement énergétiquement pour prendre d'autres positions et d'autres postures mentales que pendant un soin en étant assis pendant des heures, quoi. Voilà, c'était ça Ok. mon histoire avec Bah, le dis donc yoga, en que tout cas ce que tu entends par Hatha Yoga. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais confronté cette question au yoga, enfin, comme on l'appelle, le yoga, oui, en général, comme tu dis, il y a tellement de facettes du yoga. Souvent, quand on me répondait à la question, c'était surtout la première pratique physique, parce qu'au départ, quand tu rencontres Ouais. le yoga, tu sais pas vraiment ce qu'il y a d'autre derrière que derrière cette pratique physique, et tu le découvres justement après. Mais toi, comme tu avais déjà un bagage justement d'ostéopathe, etc., est-ce que tu peux nous raconter ce parallèle? Tu faisais des études ou enfin, c'était une spécialisation que tu faisais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie à ce moment-là? Bah en fait, ouais, c'est un peu, c'est difficile de segmenter mon parcours parce qu'il y a une sorte de flux naturel qui s'est produit. À la base, je voulais pas faire d'études parce que j'avais pas envie. Et puis, en fait, je me suis retrouvé à faire, bref, des études je faisais beaucoup de sport, donc j'ai fait des études dans le milieu du sport. Ça s'appelle Mhm. Sciences et techniques des activités physiques adaptées, enfin, sportives. Donc, c'est STAPS, en fait. Et j'ai fait, en même temps que j'avais un statut de haut niveau universitaire, donc j'allais pas beaucoup en cours, mais je pouvais quand même avancer dans les études universitaires. Donc, j'ai fait une licence. Et à la fin de ma licence, comme je savais évidemment pas ce que je voulais faire comme boulot, j'ai fait une sorte de tour du monde, pas vraiment tour du monde, Mhm. mais bon, dans l'idée. Et c'est au fin fond de l'Australie,
donc presque à l'opposé de là où on est en ce moment, en train de se parler, que je me suis demandé ce Mmh. que j'aimerais faire, une sorte d'ikigai, en fait, sans connaître ce qu'était un ikigai à l'époque, mais ce que j'aimerais faire en rentrant de ce tour du monde, quoi. C'était à peu près au milieu, et je me suis dit, si je sais pas, ça va être dur quand même de reprendre un rythme, sachant que je suis quand même dans un mood particulier pendant cette année-là. Et en fait, est venu comme ça l'ostéopathie. Donc j'avais déjà fait une licence, j'avais 22 ans, donc je suis rentré, j'avais 23 ans, j'ai recommencé des études de 5 à 6 ans, donc c'était long. Mais je les ai pas sentis passer, alors Ouais. que voilà. Donc j'ai fait des longues études, tu vois, genre 8-9 ans d'études, alors qu'à la base je voulais pas du tout en faire, je les ai pas sentis passer parce que c'était génial. Ouais. Et en même temps que je faisais ces études, je continuais de voyager et de me former à d'autres thérapies. Donc je suis allé en Inde, en Thaïlande, Cambodge, Asie du Sud-Est, enfin voilà, Sri Lanka aussi, etc. Et, euh, et l'idée était d'avoir l'esprit le plus large possible pour accompagner du mieux possible les personnes que j'aurai l'occasion de soigner après mes études. Et c'est comme ça que que j'ai découvert presque en simultané, on va dire, enfin je me suis formé en simultané à l'ostéopathie, au yoga, au massage thaï, et puis après à faire une sorte de mix de tout ça. A été un peu intégré aussi après la médecine traditionnelle chinoise en post-grade, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ostéo. Donc ça fait une sorte de comment on dit, d'alchimie qui est difficile à, tu vois, c'est difficile de dire quand tu fais de la mayonnaise la proportion de chaque truc pour que ce soit bon, quoi. Donc il y a un peu de Ouais. tout, et au final c'est ce que c'est devenu, quoi. Voilà, je suis le résultat de ce qui est Mais devenu ça. c'est oui. Tu peux pas forcément donner, de date précise ou quoi et Mm. dire pourquoi tu l'as fait, mais en tout cas, tu sentais que c'était un chemin vers lequel tu avais envie d'aller et c'est trop cool parce que du coup, tu as suivi un peu ton intuition, tu apprenais à te connaître en même temps, à connaître donc ton corps pour pouvoir, ton corps, ton esprit, ton mental, pour pouvoir aussi l'adapter, aux autres et au final, j'ai l'impression que quand tu en parles, tu savais dans tous les cas que tu voulais aider les gens peu importe comment, mais aider les gens par ce que tu allais apprendre. Tu t'es formé du coup au yoga en Inde, c'est ça ou... Non, pas en Inde. Je me suis formé donc et un peu en Thaïlande et en rentrant en France, et après à travers différentes rencontres que j'ai eues dans ce milieu, on va dire. Donc c'était voilà, dans ces trois pays, on va dire, à travers des mentors. C'était pas forcément des formations. Donc il y a eu certaines formations comme moi je peux en dispenser maintenant aujourd'hui, du style Yoga Alliance, Mhm. formaté avec un certain nombre d'heures, mais la majorité c'était pas ça. C'était plus des formations en suivant des profs, en suivant des maîtres, on va dire, et, euh, et en s'imprégnant et en observant et en travaillant avec eux pour essayer d'intégrer en fait et leur science et ce qu'ils voulaient transmettre. Donc voilà, c'était surtout comme ça. Ok. Il faut savoir Et que donc ouais, il y du a pas mal coup, de après moyens de se ce... former, il y a pas mal de moyens, excuse-moi, de se former en Oui, fait, qui sont pas forcément des moyens formatés par des écoles type yoga, enfin des formations type Yoga Alliance. Il y a d'autres façons de le faire. bien sûr. Mm. Oui, hier, j'ai interviewé, Clotilde Swartley qui nous disait qu'en fait, elle s'est formée en passant 18 mois dans un ashram, déjà au départ et après, bien sûr, elle a complété par d'autres formations, mais déjà, rien que le fait de vivre, dans un ashram, mine de rien, tu apprends, des tonnes et des tonnes de choses et enfin, déjà sur toi et c'est un travail en profondeur, de développement personnel au final et donc je suppose que toi aussi par tes voyages et on en parle dans pas mal d'épisodes aussi, c'est que le voyage te forme petit à petit, tu découvres des cultures, des gens, des choses que tu as envie d'approfondir et c'est ça aussi qui te forme ce que tu es aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc en parallèle, tu finissais tes études d'ostéo et tu te formais, tu voyageais et qu'est-ce que tu as fait après? Ouais, alors juste avant de te répondre à ça, je voudrais Oui, rebondir sur le vas-y. côté voyage, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux formes de voyage. Tu as un voyage qui est un voyage de culture, donc tu peux intégrer d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de vivre, d'autres façons de voir la vie, etc., les Mhm. choses, etc. Mais il faut pas croire que tout passe par le voyage. C'est pas forcément en partant qu'on découvre d'autres choses. Tu peux aussi, il y a une forme de Oui, bien voyage sûr. introspectif, comme dans un ashram pour la personne dont tu parlais, une forme de voyage par des rencontres, et ça peut vraiment être un voyage qui reste local. On n'est pas obligé enfin moi j'ai fait en l'occurrence ce tour du monde, donc c'est autre chose, mais il y a une façon de voyager qui n'est pas forcément physique et loin. Mhm.
pour se développer, quoi. Bref, c'était une Oui, on parle aparté. Et beaucoup de sinon, voyage intérieur. mmh mh. Ouais, c'est ça, et intérieur ou même pas forcément intérieur, mais je veux dire qu'il peut se faire, tu vois, au contact de la nature. Je veux dire, en France, on a un pays extraordinaire avec des facettes Mmh. infinies de lieux d'immersion et de rencontres, etc. Et il y a moyen de faire ce voyage et ce cheminement sans forcément aller à travers. Parce qu'il y a aussi cette notion d'appropriation culturelle qui peut avoir dans le yoga de manière très prononcée, en amenant des formes de culture qu'on maîtrise pas forcément dans la nôtre qui est complètement différente. Donc c'est pour ça que ce sujet du voyage, il a aussi une certaine importance quand on en parle, quoi. Mais bref, je ferme l'aparté. Donc ouais, après mes études d'ostéo, moi, j'ai commencé à bosser euh, en cabinet d'ostéo, et très vite en fait je savais que ça me conviendrait pas de faire ça, mais j'ai commencé juste parce que c'était un peu la suite logique, on va dire. Donc ça a duré quelques mois, vraiment pas longtemps. Et puis j'ai créé un premier centre à Paris qui Mmh. s'appelait à l'époque Ostéo Yoga, donc un premier centre pluridisciplinaire où il y avait plusieurs thérapeutes qui travaillaient en complémentarité les uns des autres, avec une petite salle de pratique pour donner une transmission du yoga thérapeutique, mais vraiment qualitative, à des groupes de maximum 8 personnes. Donc l'idée, c'était vraiment de garder vraiment D'accord. du petit groupe. Et pendant 2 ans, on a fait ça. On a fait une sorte de formation interne, développement de thématiques, d'accompagnement, que avec des profs de yoga qui étaient des thérapeutes, donc ostéo, kiné, naturopathe, coach, etc. Enfin, c'était super intéressant. Ça a fait émerger un peu cette idée de ce qui est aujourd'hui devenu Somasana, et on a créé un deuxième centre en 2018 qui s'appelle donc Mmh. Somasana. Les deux s'appellent maintenant Somasana, et qui sont des lieux et où on peut venir prendre une consultation thérapeutique, et on peut venir prendre un cours, et on peut venir juste se poser, écrire, lire, prendre un café, faire un rendez-vous, bosser, et on peut faire des formations. Donc c'est aussi le support d'une école que j'ai rejoint et développé, aidé au développement, qui s'appelle le Modern Yoga. Et donc on fait aussi des formations dans les Mmh. locaux de Savasana. Voilà. Et aussi du yoga des bons D'accord. amis, si Et tu veux du en coup, ils parler. sont oui, on va en parler, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais du coup, ces 2 lieux, ils sont situés où? Première question. Ouais, les deux lieux Somasana, il y en a un dans le 9e et un dans le 8e à Paris. Donc les deux sont à Paris. Et là, on est en plein projet. Là, je Mmh. suis à Annecy présentement cette semaine. Et depuis des mois, voire années, on est en projet d'en ouvrir un ici dans cette région. Donc normalement, début d'année prochaine, il y aura aussi un Somasana à Annecy. Et puis peut-être d'autres. S'il y a des porteurs de projets dans ton podcast qui sont intéressés pour ouvrir des centres de ce type-là ailleurs en France, faut pas hésiter. Il y a beaucoup de gens en province qui aimeraient beaucoup avoir ce genre d'espace à côté de chez eux. Mmh. On en a tous besoin, c'est clair, c'est super intéressant. Bah, cool pour ce projet, futur projet à Annecy. Et donc du coup, ça m'amène aux autres questions, sur, comment tu t'es lancé dans de la formation pour professeur de yoga? Comment ça s'est passé, du coup, le modern yoga? Mhm. À la base, moi, j'adore. Bon, en fait, donc j'ai commencé en voulant ne pas du tout faire d'études, et j'ai terminé en. Désolé, il y a un chien qui passe en aboyant, il va peut-être C'est faire un pas peu de grave. bruit. Et j'ai terminé par faire des longues études, et maintenant, je suis vraiment passionné par la recherche à tout niveau. Donc, en fait, c'était naturel pour moi d'apprendre, mais pas forcément de le transmettre autrement qu'à travers des cours. Et au final, j'ai été contacté par Rachel Tersini, qui est une Canadienne, et qui, elle, Mmh. avait commencé à essayer de faire une promotion, on va dire, française de formation de professeur de yoga à Paris, puisqu'elle était de passage à Paris. Et donc, elle a fait la première toute seule. Elle s'est rendue compte que c'était quand même très difficile d'enseigner à tous les champs autour d'un 200 heures, c'est-à-dire notamment la partie anatomie, biomécanique, langage émotionnel du corps. Et donc, elle m'a contacté pour sa deuxième promotion. Il y a combien d'années? Je sais plus exactement. Là, on en est à la sixième. Et donc, moi, je l'ai rejoint à la deuxième. Au début, j'ai fait juste cette D'accord. partie anat, bioméca, langage émotionnel. Et puis, en fait, il y a eu une alchimie entre nous. On s'est bien entendu. Et on a continué ensemble, en fait, jusqu'à maintenant. Et on a intégré d'autres professeurs dans la boucle. Donc, c'est un collectif, en fait, de 5 professeurs voilà, qui enseignent et qui transmettent à travers le modern yoga des formations de 200 heures initiales, des formations de yin et nidra, parce que moi j'aime beaucoup le yin, et Mmh. Rachel elle est spécialisée dans le nidra aussi. Et là on commence à faire grandir cette école avec éventuellement un 300 heures qui va avoir lieu cette année, en fin d'année,
pour les gens qui sont déjà professeurs de yoga. Et voilà. Donc ça D'accord. continue, son bonhomme de chemin. Ok. Ok, super. Et du coup, tu disais que tu es pas mal intéressé par le yin. Tu t'es formé en yin aussi. Alors le yin, Et... ça a été assez particulier. J'ai été attiré par la pratique il y a un peu avant qu'on ouvre notre premier centre en 2016, donc ça devait être 2014-2015. Et il n'y avait pas beaucoup de cours du tout à l'époque à Paris, voire aucun. Et j'étais Mhm, intrigué, donc il n'y avait pas de formation non plus. Donc en fait, j'ai essayé de comprendre, j'ai fait pareil, des recherches, des rencontres, etc. Et puis, quand on a ouvert ce centre, quand je voyais les gens qu'on avait et en cabinet et les gens qui venaient au cours, je trouvais ça enfin, essentiel de mettre minimum un cours par jour de yin. Et donc, on a commencé à mettre ces cours-là. Moi, je voulais pas l'appeler yin yoga parce que j'étais pas sûr de respecter la tradition du yin yoga, donc je l'ai appelé ostéo yin. Et c'est des cours mhm. qui étaient les cours peut-être les plus difficiles pour communiquer dessus parce que, à part des personnes allongées, passives, en photo, c'est difficile d'expliquer ce qui se passe dans ce genre de cours autrement quand les gens ne viennent pas. Donc au début, c'était un peu particulier de recruter des gens qui connaissaient pas du tout cette approche à Paris. Et puis petit à petit, par le bouche à oreille, par l'expérimentation des gens, ben, on a eu des cours qui sont remplis, mais de manière exponentielle. On a mis énormément. Maintenant, c'est les cours qu'on a le plus. C'est-à-dire que tous les cours qu'on peut avoir actifs sont moins importants en termes de volume. Il y en a moins que des cours de yin. Il y a plus de cours de yin dans les centres que de cours de yoga actifs. Et j'ai pu voir l'émergence du yin à Paris avec même des profs d'Ashtanga qui venaient, des Oui. gérants de studio d'Ashtanga qui venaient au cours de yin et qui après se disaient bon bah ça peut être pas mal d'en mettre dans mon studio d'Ashtanga ou de Bikram, etc. Donc c'est des pratiques qui sont complètement opposées. Et donc ouais, moi c'était vraiment, alors là, je parlerai pas de formation mais de passion, et physique et physiologique et énergétique. Et voilà, et puis après il y a eu bref, après il y a eu une forme de transmission qui s'est faite, et maintenant une forme de transmission pour les profs. Voilà. D'accord, super. Donc, tu nous as parlé des formations, tu nous as parlé des projets de faire un 300 heures, etc. Et je comprends aussi que ton parcours, il se fait aussi avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges et à l'aide de beaucoup de personnes qui ont pu t'épauler, avec qui tu as pu monter des projets. Et donc, j'en viens à parler de cette rencontre avec Prosper et le yoga des bons hommes. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que c'est et pourquoi ce projet, comment vous avez décidé de le lancer? Ouais, bah, tu as très bien résumé la situation. Moi, je pense que ce qui fait émerger un projet, c'est une rencontre, quelle qu'elle soit. Peu importe où elle amène, que ce soit une histoire positive, entre guillemets, connotée positive ou négative, ressentie comme telle. Euh, et en fait, euh, il y a des choses qui sont pas du tout prévues et qui arrivent. Et plus c'est naturel, plus c'est fusionnel. Et en gros, avec Prosper, il y a eu cette rencontre. En fait, on se connaissait pas du tout. Et on s'est rencontrés, alors qu'on est tous les deux parisiens, enfin voilà, on n'a pas une grande différence d'âge, etc. Donc voilà, mais on s'est jamais rencontrés avant, et on s'est rencontrés à un sommet des ambassadeurs européens de la marque Lululemon, qui est donc que peut-être tu D'accord. connais, qui est beaucoup investi dans le yoga. Et nous, on était tous les deux ambassadeurs, mais sans se connaître déjà, et de deux boutiques différentes dans Paris. Et en fait, on s'est retrouvés à Chamonix, donc pas loin de là où je suis en ce moment, ce qui me fait croire que c'est des lieux qui sont magiques pour aussi ce genre de raisons. Et donc à Chamonix, on s'est rencontrés et on s'est très bien entendus. Enfin, il y a une vibe commune qui s'est faite très rapidement. Et au cours de discussions, tout simplement, est venu ce sujet des hommes et du yoga. Et on se disait, mais c'est vrai que Et lui, il venait de la gymnastique où il y a autant enfin, je sais pas les proportions, mais autant d'hommes que de femmes. Moi, de certains autres sports où il n'y avait pas cette problématique-là. Ensuite, on a parlé plus de culture et on a commencé à se poser la question de pourquoi est-ce que dans notre culture, le yoga est connoté plus comme féminin que masculin, etc. Donc, il y a toute une réflexion qui a amené à se dire, bah, essayons peut-être euh, de promouvoir le yoga pour la communauté masculine, et de quelle façon on pourrait le faire, bah, en essayant peut-être de créer un collectif. Et donc, en fait, on a créé un collectif qui n'est pas un collectif, entre guillemets, on n'est pas du tout, enfin, je sais que les rares personnes qui ont pu être un peu contre ce truc-là, c'était un peu
sorte de féminisme dans le sens où c'était exclusif. Mais l'idée, c'était pas de le rendre exclusif, c'était plus de le rendre justement inclusif en amenant ces hommes et en les faisant se sentir plus à l'aise et à même d'aller prendre des cours collectifs mixtes en fait. Donc voilà, en gros, il y a eu ce courant qui s'est fait il y a maintenant bientôt 2 ans. On a mis les premières pierres, on a créé une association, on a créé une sorte de communauté, on a créé des cours hebdomadaires, on a créé des événements mensuels. Et maintenant, on a voilà, d'autres profs qui nous ont rejoints et on est sollicité bon, pas mal médiatiquement, entre guillemets, pour des sujets plus de société. Et après, plus maintenant, c'est ce qui est cool, plus par des studios qui voudraient intégrer des cours pour les hommes ou voilà, des livres qui se feraient sur ce genre de sujet, etc. Donc voilà, pour l'histoire avec Prosper. Ouais, Et c'est ce que maintenant, en Prosper fait, disait. ce qu'il disait, ouais. On est un tout petit peu en décalé, je crois, mais Prosper disait ça, que tu lui disais que vous étiez peut-être au tout départ quand vous l'avez lancé un petit peu en avance sur votre temps, mais que finalement, tu me disais en off que, et tu viens de le dire là, que les choses commencent à bouger un petit peu et que c'est cool parce que vous allez pouvoir imaginer des beaux projets avec le yoga des bons hommes et justement le yoga pour favoriser les hommes à pratiquer dans tous les cours qu'ils le souhaitent. C'est ça, exactement. Ouais, non, en fait, on a dépensé beaucoup d'énergie au début pour une sorte de lutte un peu culturelle en se disant qu'on arriverait à faire changer les choses en donnant beaucoup dès le début, etc. Et en fait, on s'est rendu compte enfin, moi, je le pensais parce que j'avais déjà eu cette expérience auparavant enfin bref, avec d'autres sujets. Et je sentais qu'on était en avance sur une vague populaire. Et en l'occurrence, à partir du moment où on a commencé à laisser les choses couler, à moins, entre guillemets, moins s'investir physiquement, moins faire le devant de l'affiche, etc., ben, on s'est rendu compte que tout venait à nous. Et en fait, on a des profs qui sont venus à nous, on a des studios qui sont venus à nous, on a encore une fois, des journalistes qui sont venus à nous. Et au final, on a créé une équipe et tout se fait finalement naturellement dans un temps de quoi. Voilà, C'est super. Bah, finalement, c'est en étant un petit peu moins dans l'attente et dans l'action que les choses viennent à elles et quand elles doivent venir. Ça nous apprend beaucoup de choses aussi sur le fait complètement. de pas trop insister et justement d'être là dans l'attente que les choses se fassent aussi. Bien que, bien sûr, quand on veut lancer quelque chose, on est actif, mais la non-activité, ça marche aussi très bien. Complètement d'accord. Euh, J'avais une autre question parce que j'ai vu que tu étais aussi passionné. Donc, tu disais au début de l'épisode que tu étais au début très sportif, tu l'es toujours a priori, et donc passionné par le trail, il me semble. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie que tu mets en lien avec le yoga et que tu organises des événements en fonction, etc. Ouais, complètement. Bah, en fait, il y a eu une sorte de période de ma vie où j'étais dans une boulimie créative. Je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais bref, c'est au moment où il y a eu la création du premier centre, tous ces trucs-là. Et au même moment, en fait, j'ai co-créé une équipe, en fait, un team de trail, une équipe de trail, une association de trail, un club de trail, voilà. Un club de trail. Et en fait, au début, on était quelques uberlus parisiens en se disant on va essayer d'amener du trail dans Paris. Donc, ça s'appelait le Team Trail Paris tout simplement. Et maintenant, c'est devenu le plus gros club en fait d'athlétisme intramuros de Paris. Donc c'est le truc qui est devenu quand même assez gros. Maintenant, on est plus de 200. Il y D'accord. a un vrai bureau enfin, de personnes qui sont très investies dedans dans la gestion, etc. Et donc voilà, moi, bah, toujours pareil, hein, ça s'est fait naturellement, sans se poser de questions. J'ai fait de la course à pied après avoir fait du triathlon. Je me disais qu'à Paris, c'était dommage de ne pas rencontrer des gens qui avaient la même envie, sachant qu'il y a à l'époque plus de clubs d'athlètes classiques, courses d'athlétisme et de route que de trail. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un collectif. Bah, ce collectif a pris et en l'occurrence maintenant c'est génial parce qu'il y a des événements en permanence, des stages, des rencontres, des entraînements collectifs, etc. Et donc moi je peux un peu intégrer ces différentes facettes entre le trail et le yoga. Il y en a qui viennent bah, du coup, j'ai aussi créé des retraites yoga trail et qui intègrent les deux côtés, quoi, des gens du yoga et des gens du trail. Et c'est encore dans cette idée d'inclusion où des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas capables de faire du trail parce qu'elles font du yoga
viennent, et les gens qui font du trail et qui pensent qu'ils sont pas capables de faire du yoga viennent, et les deux créent une alchimie et ça crée un truc assez génial parce qu'on fait ça en montagne, et c'est des semaines d'immersion de très grande qualité, et tout le monde se redécouvre en fait. Donc voilà. C'est super et puis t'en parles avec beaucoup de passion. Et donc en gros, c'est parti, si je résume, d'un petit club de trail sur Paris pour essayer de rencontrer du monde, à maintenant un énorme club collectif qui du coup organise des retraites yoga et trail pour faire découvrir le trail aux gens qui font du yoga et le yoga aux gens qui font du trail. Et du coup, comment ça se match? Est-ce que tu vois globalement des profils qui se distinguent, les gens qui viennent aux retraites et qui, je sais pas, ont jamais pratiqué de yoga ou des gens qui ont jamais fait de trail, comment ils se débrouillent? Est-ce qu'ils en ressortent en se disant non mais moi je veux trop continuer à faire du yoga ou du trail? Comment ça se passe? Bah ouais, non, alors en fait, il y a carrément un élément neutre entre le Team Trail Paris, donc le club, et les centres de yoga, etc. Puisque c'est finalement moi qui ai créé ces retraites. Donc, si tu veux, c'est pas le club de trail qui les organise. Donc, c'est pas D'accord. axé plus trail que yoga, c'est vraiment moitié-moitié. Et bah écoute, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont des yogis qui se disent non, mais moi, le trail, courir en montagne, c'est mort, j'y arriverai jamais, j'ai pas de cardio, je suis pas fait pour ça, je suis souple, mais je suis pas fort, enfin, tout ce genre de clichés, et qui se rend compte qu'en fait le trail déjà c'est juste être en immersion dans la nature et aller à ton rythme, que ce soit de la marche, que ce soit de la course, peu importe, mais dans des environnements exceptionnels. Et au même titre que tu as des gens qui viennent et qui n'ont jamais fait de yoga pratiqué, en tout cas sous la forme physique du yoga, et qui se retrouvent en fait à casser leurs croyances sur ce que c'était que cette pratique du yoga, parce qu'il y a que des profs qui sont très ouverts, bref, qui sont dans l'enseignement, dans les cours pendant les retraites. Et donc, du coup, tu as des gens qui n'en ont jamais fait, mais vraiment, plein d'exemples comme ça qui maintenant sont des gens qui sont pratiquants très réguliers, c'est-à-dire qui ont intégré le yoga dans leur vie. Et c'est génial, ouais, de voir ces populations qui se rencontrent et puis ces gens qui se redécouvrent et mixer, encore une fois, des activités qui peuvent paraître incompatibles, c'est-à-dire, entre guillemets, courir, une activité plutôt concentrique, physique, un peu qui peut paraître parfois désagréable, etc. pour certains, et le yoga qui est une activité connotée dans la souplesse, connotée dans la spiritualité, dans le côté un peu zen, mystique. Et ben, casser les croyances des deux et les mixer, ça crée une sorte de fusion hyper riche, quoi. Et à chaque fois qu'on commence une retraite, on ne sait pas quelle va être la dynamique globale, parce qu'à chaque fois, les populations qui la composent sont hyper hétérogènes. C'est-à-dire que c'est pas comme une retraite classique de yoga où, je vais prendre le cliché, où il y aurait 90% de nanas et pas forcément beaucoup d'activités parallèles au yoga. Là, on est dans quelque chose où on essaie justement d'intégrer autant de yin que de yang et pas donner plus d'importance que ce soit aux randonnées, au trail ou au yoga. Donc c'est assez cool ce qui se passe. Il y en a 3 dans l'année et je t'invite à venir quand tu veux pratiquer avec nous, enfin participer avec Eh nous. ben, ça donne hyper envie. Et d'ailleurs, je pense à ça parce que je me dis que ça pourrait peut-être permettre à mon copain de se mettre au yoga vu qu'il adore le sport à haute intensité. Donc, je vais commencer à regarder un peu plus en détail. Mais je pense que je suis pas la seule à qui ça donnera envie, en tout cas en écoutant cet épisode. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres énormes projets comme tous ceux que tu viens de nous partager à nous raconter, des choses que tu as pour ambition de lancer ou des choses dont on n'a pas encore parlé, je suis pas forcément au courant de tout. Non, non, en fait, tout ça, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, la surface émergée de l'iceberg, elle a été initiée, comme je te disais, une période de ma vie de sorte de boulimie créative et qui remonte à maintenant, à il y a plus de 5 ans. Et tout a émergé a commencé, a été initié à ce moment-là et émerge aujourd'hui, on va dire, de façon peut-être plus populaire ou quoi. Mais entre-temps, j'ai essayé plus de me mettre en retrait. Mon but, c'est de plus voilà, laisser les choses vivre et se développer une fois qu'elles ont été créées, entre guillemets, si elles plaisent. Et puis maintenant, je suis plus dans le projet de rendre ces choses un peu plus qualitatives. Donc sur les centres Somasana, encore une fois, avec ce projet Annecy, faire une version encore peut-être un peu différente et qui a une sorte de réseau national. Avec le Modern Yoga, créer une vraie école de yoga. Donc là, il y a toute une réflexion collective qu'on a en ce moment sur comment créer une vraie école de yoga qui serait alternative à des écoles très traditionnelles comme l'école française du yoga ou autre. Donc ça, c'est ce qui est en train de voir le jour. Et puis voilà, continuer tout simplement à profiter de la nature comme je suis en train de le faire et puis accompagner le plus de personnes.
dans leur bien-être, leur mieux-être, comme on l'appelle, quoi. Ok. Oui, donc pour l'instant, pas de vrai gros projet que tu as envie de lancer parce que tu as envie de vraiment être dans du qualitatif sur déjà tout ce que tu as mis en place et améliorer tout ça, être plus reconnu, être vraiment... bah, c'est super, ça veut dire que en gros, tu sais que constamment, tu pourras améliorer les entreprises que tu Mm, as créées et que tu as envie aussi peut-être de faire des nouvelles rencontres pour améliorer tout ça, etc. c'est ça. J'accueille les choses au quotidien qui me viennent, comme toi quand tu m'as proposé de faire ce podcast avec grand plaisir. Super. Est-ce que tu aurais un dernier petit message à partager à nos auditeurs ou je sais pas, un message à faire passer à quelqu'un à qui tu penses ou un conseil aux futurs profs de yoga qui souhaiteraient se lancer, je sais pas. Non, juste de croire en soi, de s'écouter plus régulièrement, de suivre ses intuitions, enfin des conseils un peu basiques, mais souvent qu'on oublie un peu, et peu importe qu'on soit prof de yoga ou pas, en fait, avoir cette réflexion, en fait, parce qu'on a tous en nous, en fait, on a tous en nous tout. Donc, il faut parfois juste d'essayer de chercher midi à 14h, essayer d'aller au plus simple et de se poser. Voilà, encore une fois, moi je pense que plus on est au contact de la nature, mieux on est. Donc essayez de vous rapprocher de la nature, enfin, accueillez ce qui vient à vous et écoutez vos intuitions, et puis ce sera top. J'aime bien on a tout en nous et puis du coup ce contact avec la nature que je partage énormément et qui fait que on entend les petits oiseaux derrière toi qui Ouais, nous fait comme un petit chant de musique donc c'est super et ben je vais retenir ça, on a tout en nous, prenons confiance, lançons ce qu'on a envie de lancer et surtout suivons notre intuition. Merci beaucoup Samuel de t'être livré à nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton parcours et pour tout ce que tu as pu nous raconter. Puis j'espère à très vite. avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast Les Yoga dans nos vies. À bientôt!